Tu ne regardes pas les gens, tu ne regardes pas tous les gens. Ah oui, mais alors quels gens je dois regarder, puis lesquels je ne dois pas regarder? Bah, si tu vois ton père dehors, tu le regardes pas, et d'une, ça c'est clair. Personne n'a besoin de savoir que c'est ton père. Pourquoi? Je te dis, personne n'a besoin de savoir que c'est ton père. La majeure partie du temps, il est complètement paf, alors c'est pas la peine. Ah bon? Et puis tu regardes pas non plus ni Angéline, ni Antoine, ni... Ils sont gentils, mais pas ça. Tu regardes au-dessus de toi. Tu regardes... eh ben, quand tu sors et puis que tu croises ou Monsieur Pernod, ou... tu le regardes. Non, je tourne la tête. Eh ben, t'as tort. Tu regardes les gens qui pourraient te montrer que ce qui est ici, c'est pas vrai, c'est du provisoire, ça n'a jamais existé. Voilà ce que je voulais te dire. Mets-toi bien ça dans la tête, mon petit. Bien ça dans la tête. Et si ça rentre bien comme il faut, tu m'entends, mon petit bonhomme? Il n'y a jamais eu de cave. C'est simple, ça. Il n'y a, et moi je continue la phrase pour elle, jamais eu de père qui boit. Oh non, ça tu peux pas le dire. Tu le sais, j'aimerais bien que tu l'oublies. J'aimerais bien qu'un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, en nous revoyant, tu me dises, mon père était, et puis je sais pas moi, chef d'atelier, mon père était tout ce que tu veux, navigateur, il conduisait les bateaux, les locomotives, mais pas mon père buvait. Ça, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu gardes ça dans ta tête. Puis le liquage, c'est pas vrai, t'as jamais eu de liquage, t'as toujours eu un divan. Et puis si j'ai été concierge, c'est seulement parce que j'attends, j'attendrai le temps qu'il faudra, mais je veux un bel appartement. Voilà. Et je veux que tu te souviennes du bel appartement. Pas de la concierge. Pas de la pièce, avec sa loge, le cordon. Cordon, s'il vous plaît, puis moi qui tire et que ça me réveille. Et que je ressasse tout le temps et que je repense à ça. Je ne veux pas que tu penses à ça. Ça va pas être difficile pour un petit garçon comme toi. T'es pas bête. Oui, mais pourquoi tu veux m'empêcher de voir? Alors mon liquage, moi je dors dedans, je... Oui, oui, c'est utile, c'est tout. Tu penses à la fourchette dans la journée? Non, tu penses jamais à ta fourchette. Elle est utile, c'est tout. Elle pique la viande, ça la porte vers ta bouche, et puis c'est tout. Ah oui, ça, je pense jamais à ma fourchette. Je pourrais même manger sans fourchette, avec mes doigts. Non, ne dis pas de bêtises. Je te donne un exemple. Ton liquage, tu n'y penses pas. J'aime mon petit liquage. Tu aimes ton petit liquage, oui, mais tu n'es pas un petit chien. Alors, tu n'as pas à penser à ton liquage. Qu'espérait-elle en faisant passer cette grande gomme sur tout ce qui m'entourait? C'était non pas aseptiser autour de moi les pièces dans lesquelles j'évoluais, ou la seule pièce dans laquelle j'évoluais, c'était pire. Pourquoi avait-elle donc tellement honte? Est-ce que pour elle, le pire était d'être obligé de descendre pour aller chez soi pendant des années, au lieu de, comme tout le monde, monter? Je vais retrouver des années après, bien des années après, cette, cette bataille en moi du vrai et du faux, cherchant si, dans ce que j'avais affirmé et auquel j'avais cru, je n'avais pas laissé s'introduire et se glisser ce que ma mère aurait trouvé inutile et qu'elle aurait combattu. Et je retournais la planche et je trouvais facilement que dans ce que j'avais affirmé y être faux, il était possible d'y percevoir du vrai. Et j'en étais arrivé à un tel point de brouillage que j'aurais aimé, comme je le voyais dans mes livres d'histoire d'enfants, signer la
paix avec les désirs de ma mère, donc avec ma mère. Mais je n'étais pas en guerre avec elle. Mais ces désirs étaient pour moi une guerre. C'était pour moi le contraire de ce que j'attendais comme enfant de ma mère. J'étais allé jusqu'à lui rétorquer que telle chose ou telle chose, c'était peut-être faux, mais puisque je l'avais bien vu. Et j'en étais venu à me dire que si, comme on nous le disait dans la classe, le devenir, c'est inévitablement ce qui est devant nous, est-ce que ce devenir n'est pas le vrai, du vrai à l'avance? Ma mère, un peu ébranlée par ma remarque, m'avait dit « Fais très attention ». On finit à trop remuer tout ça par se retrouver un peu bête. Fais attention, mon petit. Et elle avait dit cette dernière phrase et son affirmation avec un sérieux qui m'avait paru tout à fait grotesque. Je ne vois pas de meilleur départ pour mes sentiments et mes sensations de honte que dans ce que ma mère me proposait. Très vite, j'ai eu cette sale colle gluante sur la nuque et en dessous les bras. Quelque chose de chaud, d'humide et très vite qui pouvait devenir froid. De gêne à la hauteur de la poitrine. Quand après avoir couru et avoir pris du repos, la sueur continue à couler. Et que si l'on penche la tête, on voit dans le trou du thorax s'accumuler comme une petite cuvette cette source tout à fait intime et légèrement salée. Et c'était ça le produit de ma honte. Quelquefois, ma mère me lançait un regard quand j'arrivais de l'école. J'avais envie de lui dire « J'ai rien à dire ». Mais je ne pouvais pas. Alors j'inventais quelque chose qui aurait pu être bien reçu. Je ne pouvais pas trop m'aventurer dans des affirmations du genre « ça a bien marché pour moi en classe aujourd'hui », parce que tout serait démenti à la fin du mois par le carnet. Et c'était de ça pourtant que j'aurais aimé parler avec elle. Lui dire « Écoute, maman, je suis peut-être bête, mais je suis pas sûr d'être aussi bête qu'on me croit et que les notes qu'on me donne, je les mérite. Je suis... Mais est-ce qu'un enfant peut dire ça? Ça, j'avais besoin de le lui dire. J'avais pas honte, là. J'aurais peut-être eu honte pour le maître qui avait un malin plaisir à me blesser en sachant que, me notant mal, j'allais échouer dans son prochain devoir, que j'allais buter dans d'autres matières, qu'au lieu de me déverrouiller, il me surverrouillerait, que ce qu'il y avait de moi et que je ne connaissais pas, mais qui par la suite, réussissant quand même à soulever cette croûte, me montrait que on aurait pu me prendre autrement, au lieu de tout le temps faire marcher la sentence de la punition concrétisée par une note basse, faible, disait-on, très faible. Ah, que n'ai-je souffert de lire ça dans mes carnets. On ne m'était pas étourdi, on ne m'était pas bavard, on m'était très faible, trop faible, devrait travailler. Personne ne semblait se demander
pour des enfants comme nous, comme moi. Comment se faisait-il que nous étions si ingénieux dans notre solitude? Personne n'aurait pu combler ce que nous avions à combler en étant imbécile. Personne. Sauf ceux qui, imbéciles, auraient eu recours à des expédients. Un peu de boisson, un peu de tabac, un peu de vol à la tire, un peu de branlette, un peu de viol. Non, je n'avais pas ça. J'avais traversé ça à un moment, et puis ça avait pris sa place. C'est-à-dire que ça s'était dissous. Je n'avais jamais vraiment volé. Je n'ai jamais vraiment emmerdé les filles. Je me suis jamais entièrement battu, sauf une ou deux exceptions. Comment se faisait-il que je pouvais passer des journées à coller mon oreille à la porte de Mademoiselle Fargin, écoutant passer et repasser le disque qu'elle faisait tourner et qu'elle prenait en marche comme une Amazone un cheval, et que j'entendais « Oh, que vous êtes belle, ne me touchez pas, ne me touchez pas », ou bien des airs du Barbier. Quelquefois, je passais à la porte en face de celle de Fargin, celle de Pernod. Je collais mon oreille. Et quand il y eut, avant Pernod, Mire, la fille Mire, qui, quand j'avais 10 ans, devait en avoir déjà 30, qui était brune avec du duvet qui descendait le long de ses joues, qui avait toujours le visage comme huilé, brillant, et qui faisait de la harpe par période du matin jusqu'au soir. Il fallait que je colle mon oreille, que je sente là où elle allait recommencer, que j'attende le point précis où tout le temps elle butait. Alors, elle reprenait tout dans l'autre sens. Et à nouveau, je disais, attention, vous approchez, attention, tac, vous avez buté, recommencez. Pourquoi recommençait-elle? Pourquoi aimais-je quand elle recommençait? Il y avait les heures propices pour coller son oreille. Je ne pouvais pas coller mon œil. D'abord, si j'avais été surpris en train d'écouter, j'aurais pu faire croire à beaucoup de choses. J'ai entendu une explosion, mais plié en deux, un œil fermé, l'autre ouvert à guigner à l'intérieur du trou de la serrure, j'aurais pu difficilement dire j'ai entendu crier, je regardais ce qu'il y avait dans le couloir de madame ou de monsieur Untel. Mais je me suis jamais fait prendre, parce que la bonne heure, c'était l'après-midi, de 2 heures à 4 heures. Et le jeudi, j'étais très fidèle à mon écoute. Chez Maurice, madame sortait, et tout de suite après, il y avait la bonne qui descendait des étages. Et la bonne s'apprêtait à ressortir. J'entendais le parquet craquer, juste avant que madame ne revienne. Je comprenais très bien leurs petites histoires. J'aimais bien observer tout ça. Si j'avais dit à ma mère, le père Maurice, il se tape la bonne, ma mère m'aurait dit, où vas-tu chercher ça? Ma mère me voulait innocent dans les paroles et très informé dans le silence. C'est-à-dire, tu peux savoir tout ce que tu veux, n'en parle pas. En poussant un peu plus loin, tu peux regarder tout ce que tu veux, ne le dis pas. Ce qui revenait à dire, le mieux pour un enfant comme toi, ce serait de ne rien regarder de ce qui est mal et de regarder seulement ce qui est bien. En un mot, il y a le vrai et le faux. Le faux, c'est ici. Le vrai, c'est dehors.
Alors j'avais cru qu'il faudrait tout remuer, tout prendre, tout porter, tout déposer ailleurs, comme dans un grand déménagement. Je croyais que je me suffirais de ça. J'aimais bien prendre des décisions, j'aimais bien m'y tenir, j'aimais bien les pactes. Mais ça n'a pas résisté. Je me suis dit, à la suite d'un accident qu'avait eu un copain de mon père à l'usine, qui, ayant mal fixé l'outil dans la fraiseuse, l'avait mise en route, l'outil avait échappé, était venu le frapper en plein visage, et mon père avait utilisé un mot que je ne connaissais pas, et qui était « il est défiguré ». Je m'étais servi de ce mot, tout remuer, tout prendre, transporter, déposer ailleurs comme dans un grand déménagement. Mais ça aussi, c'est défigurer. Alors, je n'ai jamais remué. J'ai essayé de vivre en deux. Dire à ma mère ce qui lui ferait, sinon plaisir, du moins ne lui ferait pas me relever continuellement, et garder pour moi ce que je ne pouvais pas effacer puisque je le voyais, ce que je ne pouvais pas obstruer puisque je l'entendais. J'irais même jusqu'à dire ce que je ne pouvais pas oublier dans ma bouche puisque j'y avais goûté. J'ai essayé une fois d'en parler avec la grand-mère. Mais sa réponse avait été « elle est fatiguée ». Pas la grand-mère, elle parlait de sa fille. « Ta mère est fatiguée. Ta mère ne sait pas trop dans quel sens se tourner. Tu sais, mon petit, c'est comme quand on a la fièvre. Tu as déjà eu la fièvre. » Alors pour rire, j'avais dit à la grand-mère, « Ah oui, mais comme la fièvre c'est mal, je l'ai oublié. » Elle m'a dit, « Écoute, non, mais je voudrais te répondre. Elle n'est pas toujours juste avec toi. Je ne veux pas dire que ta mère soit injuste, c'est pas ça. Mais elle ne comprend pas que ce qu'elle te demande, il n'y a qu'à elle qu'elle puisse le demander. Tu m'entends? À toi, elle ne peut pas. Elle n'est pas heureuse, et encore elle se trompe. Elle n'est pas heureuse de la vie qu'elle mène, mais elle n'aurait jamais été heureuse avec personne, tu m'entends? Ton père, ou un autre, qui aurait été ton père, ça aurait été pareil. Et j'avais été très heureux d'échanger un tout petit peu avec la grand-mère sur un point qui était devenu pour moi tellement important. J'en étais à hésiter de rentrer le soir si ma mère était seule. La grand-mère était encore à travailler, soit au lavoir, soit à nettoyer des grandes salles de bistrot, seule chose qui ne demandait pas d'avoir une très bonne vue. Je préférais que ma grand-mère soit rentrée, que ma mère et elle soient dans la cave, pour, moi arrivant, me servir de l'une, pas contre l'autre, mais de l'une pour détourner l'autre. Et je ne sais pas si c'est quelque temps avant ou un peu après que j'ai pu mettre à l'épreuve ce que la grand-mère m'avait dit concernant sa fille. Elle m'avait dit, quel que soit celui avec qui ta mère aurait été, elle n'aurait jamais été satisfaite. Mais elle avait dit, elle est bonne, elle est brave. Elle n'avait jamais dit, avec ton père, on ne peut pas être satisfait. Alors que je pensais, je ne savais pas ce qu'était être satisfait quand on est adulte, de vivre avec un autre. Je pensais que mon père, qui vraiment déconnait, aurait pu peut-être
réalisé que ça n'était pas nécessaire pour lui d'être aussi perdu. Moi, je le trouvais perdu. Quand il rentrait avec le visage tout défait, qu'il avait sali ses vêtements, que de la salive avait coulé, que quelquefois autre chose avait coulé, que les cigarettes fumées les unes derrière les autres et mises dans sa bouche, qu'il ne pouvait plus avec ses doigts retirés parce que il ne pouvait plus tenir quoi que ce soit entre ses doigts, sauf un verre qu'il tenait comme on tiendrait un marteau. Le devant de ses vêtements, soit qu'il ait été assis, soit qu'il soit resté debout à un comptoir, portait traces et odeurs de ce qu'il avait bu, fumé, mangé et déjecté. Si j'avais pu dire à mon père, arrête ça, tu es malheureux. Peut-être. Peut-être que pour me faire plaisir, voyant qu'un enfant avait compris quelque chose, peut-être aurait-il arrêté. Sa femme ne lui a jamais dit. Sa femme lui lançait seulement reproche sur reproche. Et elle ne pouvait pas aider cet homme-là à changer de direction. Bref, à quelque temps de là, j'avais, à la sortie de l'école, rencontré un homme qui était venu à ma hauteur, m'avait regardé, s'était arrêté au bord du trottoir, m'avait regardé, avait l'air de penser, de réfléchir, mais c'était moi qui le regardais. J'étais avec un autre, mais c'était moi qui l'avais fixé. Je m'étais retourné 2-3 pas après. Mon petit copain ne s'était pas retourné. L'homme qui m'avait suivi m'avait souri. Je n'avais pas envie, moi, de lui renvoyer son sourire. J'avais continué encore à marcher, puis 10 ou 15 mètres plus loin, je m'étais arrêté, retourné, et j'avais regardé. Et l'homme n'était plus au même endroit, mais de loin, à quelques 10 pas, il me suivait. J'avais envie, sur le moment, de dire à mon petit copain, tu viens avec moi jusqu'à la maison, tu m'accompagnes, et puis j'ai choisi la position tout à fait opposée. Je lui ai dit, bon bah tu rentres, j'ai quelque chose à faire. J'ai oublié, il faut que je revienne. Et le petit copain est rentré tout seul, j'ai fait demi-tour et je suis venu au-devant de l'homme, qui à son tour a fait un demi-tour et s'est trouvé à marcher devant moi, mais à ralentir tout doucement les pas. Et moi, pour ne pas ralentir les miens, je me suis trouvé rapidement à sa hauteur. Et je l'ai à mon tour regardé par en dessous. Il avait peut-être 40 ans. Il était vieux pour moi. Il avait une petite calvitie. Il avait le teint foncé, comme quelqu'un qui serait resté au bord de la Seine pendant un long moment à la pêche, comme mon père quand il allait pêcher, et qui revenait bronzé, basané. Il était mieux habillé que les gens du quartier. Il avait des chaussures jaunes, un peu couleur de miel. Je m'attendais à ce qu'elle craque, mais elle ne craquait pas. Elle était extrêmement souple. J'essayais de prendre le même pas que lui. Lui qui n'avait pas des grands pas. Lui qui n'était pas très grand. Qui était grand comme mon père. J'étais à 1 mètre de lui, mais sur la même ligne. Et sans me regarder, tout en marchant, l'homme a dit « Est-ce que tu es le petit de Jeannette ?» Et je lui ai dit « Oui, vous la connaissez ?» Et il m'a dit « Oui, je l'ai beaucoup connue. Est-ce que tu serais d'accord pour que l'on
rentre tous les deux, qu'on parle un peu tous les deux. Tu veux me donner des nouvelles de ta mère? Qui êtes-vous? Oh, ça ne te dira rien. Tu n'as jamais entendu parler de moi. J'ai connu ta maman, il y a très longtemps. Elle est en bonne santé? Oui. Elle n'a jamais de problème avec la toux. Elle a toussé beaucoup. Ah ouais, elle tousse encore. Ça lui arrive. Surtout quand on s'approche de l'hiver. Elle travaille toujours sur les marchés? Non, plus maintenant. Elle a travaillé, je l'ai aidée. Maintenant, elle travaille, elle fait des ménages. Et ton père? Mon père, il travaille chez Renault. Et ça va bien? Vous êtes dans un appartement? Ah, là j'ai buté. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis ce que je sais, ce que je vois, ou je fais comme ma mère, je ne lui dis pas. Je lui dis autre chose. Ah, c'était la première application que je trouvais à ce que ma mère essayait de me faire avaler. J'ai pas répondu. Je t'ai posé une question, m'a-t-il dit. Avant, ils habitaient sur la chaussée. Il fallait descendre pour aller chez eux, hein? Tu n'as pas connu ça, toi, si maintenant tu es dans un appartement. Ah, j'étais sur le point de mentir. J'avais envie de mentir. Elle avait raison. On ne pouvait pas dire ça. Alors j'ai dit, ah non, non, je sais pas de quoi vous parlez. Ah, vous n'êtes plus au 5 alors? Ah non. Ah, tu vois, bah c'est bien. Ça me démangeait de lui demander comment c'était au 5. Il m'a dit, mais alors toi, tu rentres chez toi à midi, tu reviens tout à l'heure à l'école, puis tu rentreras vers 4h30, et quand tu rentres à la maison, il y a la maman. Elle a préparé le café pour 4 heures, et puis à midi, elle a préparé le repas. Puisque tu me dis que ta maman, elle fait des ménages, elle ne fait pas des ménages à midi. Non, non, elle est là, ma maman, oui. Et puis ton père, il rentre le soir, il rentre pas à midi. Si, si. Il travaille chez Renault. Oui. Il y va comment? Il y va à bicyclette. Ah, c'est bien ça. Il a une bicyclette. Et quand il vient en bicyclette le midi ou le soir, il la met où la bicyclette? Ben, il la met dans la cour. Ah, il met la bicyclette dans la cour et puis il va manger. Il rentre dans la maison, à la cave, et puis quand il a fini le repas, il sort de la cave, il prend sa bicyclette et il rentre. Oui, c'est ça. Ah, je me suis rendu compte que je venais de dire oui, c'est ça, c'est la cave. J'ai dit, enfin c'est ça. Il passe par la cave, il passe par derrière. Il y a 2 entrées dans la maison. Il y a une entrée sur la rue, et puis il y a une entrée derrière, sur un autre passage. Alors, il ne peut pas laisser la bicyclette dans le vestibule. Les locataires, ils se foutraient dedans. Alors, il passe par derrière, il met la bicyclette dans la cour, il arrive là aux escaliers de la cave, et puis il monte jusque chez nous. Oui. Mais je te pose une question. Le cabinet, chez vous, il est dans l'appartement ou il est sur le palier? Le cabinet. Ben oui, le cabinet pour faire pipi. Bon, il est... Et je ne savais plus quoi dire. Je savais que chez Fargin, le cabinet était dans l'appartement, que dans toute la maison, ils étaient dans l'appartement. Mais aux chambres de bonne tout en haut, les chiottes étaient sur le palier. Et nous, en bas, pour le concierge et pour celui qui habitait la cave, les chiottes étaient dans la cave, avec une petite ampoule. Mais est-ce que
dans les appartements qu'habitaient mes copains, c'était comme dans les appartements de Fargin, ou de Mire, ou de Moritz, ou de Pernod. J'étais incapable de le dire, je n'y étais jamais allé. Il m'avait tendu un piège. Je le regardais et je lui dis, maintenant, il faut me laisser, je veux rentrer chez moi. Alors là, il m'a pris le bras et il m'a dit, tu diras à ta mère que tu as parlé avec un monsieur. Et puis, si tu veux, demain, eh ben, je serai encore là. Et tu me diras qu'est-ce que ta mère a dit. Non, je ne le dirai pas à ma mère. Oh, tu n'as pas à avoir peur. Tu peux dire à ta mère, il y avait un monsieur qui marchait dans la rue de Sèvres. Il a marché avec moi, on a parlé, et il m'a dit qu'il me reverrait demain. Mais ma mère me dira qui est le monsieur. Qui est le monsieur, tu lui diras... Tu vas voir, c'est facile pour s'en rappeler. Tu as déjà lu des livres pour les enfants, avec des légendes. Tu as déjà entendu parler du roi Artus. Je cherchais et je n'avais jamais entendu parler du roi Artus. Je ne trouvais pas de roi Artus dans mon histoire de France. Mais lui continuait. Tu lui diras, j'ai rencontré Artus. Vous n'êtes pas le roi? Non. Je te dis, je te donne un exemple. C'est facile pour retenir le nom. Tu as lu dans tes livres sans doute l'histoire du roi Artus. Et pour t'en souvenir, tu diras, j'ai rencontré monsieur Artus. Tu verras ce qu'elle te dit ou ce qu'elle fait. Et demain, quand je reviendrai dans la rue de Sèvres, tu me diras ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis parti, j'ai pas répondu. En arrivant à la maison, là j'avais une histoire à raconter à ma mère, si je le voulais, et si cette histoire-là n'était pas une histoire soit invraisemblable, soit scabreuse. J'étais démangé par le désir de tout raconter. Histoire de dire à ma mère, là je te ramène quelque chose de bien, tu vas voir. C'est une vraie aventure. J'ai rencontré le roi Artus. J'avais bien construit ma phrase. Ma mère n'était pas là quand je suis rentré. J'ai passé, jusqu'à ce qu'elle revienne, les heures à répéter. J'ai une belle histoire à te raconter. Tu verras. Là, il n'y en a pas beaucoup qui t'ont raconté ça. Et je n'ai pas raconté l'histoire à ma mère quand elle est revenue. J'ai été saisi quand elle est entrée dans la pièce d'une chaleur dans tout le corps, au visage et dans tout le corps, que moins d'une heure après, je tremblais de chaud et de froid, je suais légèrement, et que ma mère affolée, m'ayant pris la température, je crois constatait que j'avais près de 40 de fièvre. Le petit était malade, disait-elle, elle voulait aller chercher le médecin, et j'étais sûr qu'il ne fallait pas aller chercher le médecin. Que si j'avais dit à ma mère, j'ai rencontré le roi Artus, ma fièvre aurait descendu. Je gardais pour moi quelque chose que je ne devais pas garder. Mais quelque chose me retenait pour le dire, et qui faisait tout le problème. Je me souviens très bien, ma mère m'ayant amené un grand bol d'eau chaude avec un peu de citron dedans, lui avoir dit « Tu te rappelles, toi, de l'histoire de France ?» Et ma mère m'avoir répondu « Mais je n'ai pas beaucoup lu l'histoire de France, je connais l'histoire d'Italie. » Oui, mais dans l'histoire de France, tu connais tous les rois? Oh, j'en connais un certain nombre, oui. Puis des empereurs. Bon, bah alors tu me dis ce que tu connais. Écoute, on verra ça demain. Pour le moment, tu es fatigué. Pourquoi poses-tu une question comme ça? Non, mais je te le demande. Donne-moi le nom de 10 rois que tu connais. Alors ma mère commença. Elle énuméra les 2 ou 3 premiers qui lui venaient.
Le roi Charlemagne, le roi Louis XIV, le roi Louis XVI. Bon, après, elle avait trouvé la combine, le roi Louis XIII, Louis XII, Louis XI. J'ai dit non, non. D'autres rois que ça, parce que les Louis, ça, tu vas les trouver tous les 10. D'autres rois. Et elle n'en trouva pas. Je trouva un empereur ici, un cardinal là. Elle me dit, et toi, tu m'en donnes un, auquel tu penses. J'ai été tout à fait au bord de la falaise, tout à fait sur le point de tomber, d'aller dans le noir à mon tour, de m'allonger, de raconter ce que j'appelais déjà mon voyage avec cet homme. J'essayais de m'en faire mentalement un compte-rendu qui pourrait ne laisser place à aucun regret. Je souhaitais que le lendemain, n'ayant plus de fièvre, je retourne à l'école et je recroise cet homme. Le lendemain, j'avais encore de la fièvre. Ma mère n'alla pas travailler et je ne le revis jamais. Mais comme j'avais senti quelque chose, je ne pus pas m'empêcher de dire et de demander à ma grand-mère, « Toi, tu connais pas les rois de France ?» « Non, dit-elle. Si je te dis le nom d'un roi de France, même si tu ne l'as pas vraiment connu, si ça te rappelle quelque chose, qu'est-ce que tu diras ? Ben, je te dirai que ça me rappelle quelque chose. Si je te dis le roi Artus, la grand-mère, qui était déjà presque aveugle, laissa passer dans ses yeux une flamme, certainement pas, mais quelque chose de brillant, comme si on avait fait lentement parcourir une bougie à la hauteur de son front. Et puis ça se calma, la flamme s'éteignit tout doucement. Et elle me dit, non, je ne connais pas le roi. Non, le roi Artus. Non, j'en ai jamais entendu parler. Et Artus tout court, tu n'en as jamais entendu parler. Artus tout court. Non, je ne crois pas, dit-elle, de façon tout à fait rêveuse et comme si elle était blessée. Puis, se ressaisissant, elle me dit, « Vois-tu, je vais te demander quelque chose. Nous allons, si tu es d'accord, dès que tu seras mieux, et tu seras mieux, je fais des prières pour ça, nous allons aller remercier Sainte Thérèse. Parce que Sainte Thérèse, elle est en train de faire descendre ta fièvre. Je lui ai demandé et je le sens. Et elle me palpait le poignet. Et elle disait, oui, tu en as beaucoup moins maintenant. Et nous la remercierons. Mais tu peux y aller tout seul, je lui ai dit. Non, non, tous les deux. C'est toi qui as été fatigué. Et tu as été fatigué parce que tu as entendu parler du roi Artus. Oui, c'est ça, du roi Artus. Eh bien, guéris vite et tu me conduiras à la chapelle de Sainte Thérèse. D'accord ? Et 3 ou 4 jours après, nous allions tous les deux à la chapelle de Sainte Thérèse. En entrant, j'avisai où se trouvait le petit autel sous lequel se trouvait, derrière une vitre, un personnage en cire, recouvert des vêtements sacerdotaux, les 2 mains tenues à la hauteur de la poitrine, jointes avec un bout de chapelet qui pendait, les pieds réunis, se touchant, les yeux presque clos, les lèvres serrées, un voile entourant le visage. Ma grand-mère me dit, approchons-nous, aide-moi à me mettre à genoux, mets-toi à genoux, remercions. Et elle commença à dire ses prières en italien. Et moi, à marmonner,
cherchant obstinément à ne dire aucune prière. Et ma grand-mère dit, parle un peu plus fort. Je te demande, parle un peu plus fort. J'ai besoin d'entendre ta prière. Ça y est, j'ai tout dit, je n'ai plus rien à dire. Tu peux en redire une alors, si tu as tout dit. Tu pourrais dire un pater. Fais ça pour moi. Mais ça y est, je l'ai déjà dit 2 fois, le pater. Peut-être que tu l'as dit 2 fois, que tu n'es pas en train de mentir, mais... Dis-le pour moi. Alors tout doucement, j'ai murmuré, en articulant quand même assez, pour qu'elle puisse ici et là trouver les mots qui rebondissaient les uns après les autres. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous chaque jour notre pain quotidien, et délivrez-nous du mal. Amen. Ainsi soit-il. Merci, me dit-elle. Merci. Maintenant, regarde comment est Sainte Thérèse. Je dis, elle est comme elle est toujours. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'elle est là-dedans. D'abord, c'est pas Sainte Thérèse, hein. C'est un mannequin. C'est comme ce qu'on met dans les magasins, chez Alma et tout ça. C'est une bonne femme. Au lieu d'être debout, on l'a allongée. Au lieu de lui faire tenir un sac sur l'épaule, on lui fait tenir un chapelet sur les doigts. Non, ce n'est pas vrai, me dit la grand-mère. C'est pas comme tu dis. Elle a été faite en pensant que c'était pour une sainte. Et on doit croire que c'est une sainte. Et on doit prier comme si on était devant une sainte. Et à ce moment-là, on est devant une sainte. Et si tu ne veux plus avoir de fièvre, tu dois venir ici et lui dire une prière. Et si tu veux que ta mère ne te demande pas l'impossible, tu dois à Sainte Thérèse lui demander de t'aider. Elle fera en sorte que ta mère ne te demandera plus de ne pas regarder ce que tu aimes regarder et de regarder ce que tu n'as pas envie de regarder. Tu m'entends? Dis encore un pater avec moi. Moi, je le dis en italien, toi, tu le dis en français. Notre Père qui êtes aux cieux. Quand nous eûmes terminé cette prière, elle me dit, aide-moi à me relever. Dis-moi comment elle est habillée. Tu me l'as déjà dit une fois, mais c'est tout en blanc ou... Non, non, il y a pas... Il y a un peu de blanc. En dessous, il y a la robe de blanche. Et puis, il y a comme un voile bleu. Et c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Il y a du monde dans l'église? Ah non, il n'y a pas un chat. Il y a une lumière sur l'autel. Oui, au-dessus de la Sainte Thérèse, là, il y a une lumière qui brûle. Et au grand autel, ah bah attends, il faut que je regarde. Je me suis retourné. Au grand autel, il y avait là aussi une grande chandelle qui brûlait. Oui, ça brûle là aussi. Et là où on met les cierges, ça brûle. Ça brûle, tu veux qu'on en mette un? Non, c'est pas la peine de dépenser de l'argent. Et elle est propre, hein. Qui elle est propre? Sainte Thérèse. Oh ben oui, enfin, elle est assez propre. Tu sais, je suis pas sûr qu'il fasse le ménage, hein. Non, c'est pas ce que je voulais te dire, mais il lui change de temps en temps son voile. Ah, ça, je sais pas, je peux pas deviner. Moi, je te dis ce que je vois. Ouais, mais tu as raison. Il faut me dire ce que tu vois. Faut pas me dire ce que tu ne vois pas. Ah, bah si, il y a une chose que je vois, que je n'avais pas vue. Qu'est-ce que c'est? Non, ça sert à rien, c'est pas la peine de le dire, mais dis-moi ce que c'est. Il me semble que sur les lèvres, il y a une mouche à merde. Quoi? Il me semble que sur ses lèvres, il y a une mouche à merde qui s'est posée. Regarde bien, c'est pas possible puisque tout est fermé. Oui, mais ça n'a pas d'importance, mes mères. Il peut y avoir une mouche à merde sur les lèvres de Sainte Thérèse. C'est pas Sainte Thérèse, c'est un mannequin, je te dis. Non, mais regarde bien. Et j'ai fait ce que ma grand-mère m'avait conseillé. Regarde ce qui est vrai, ne regarde pas ce qui est faux.